BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France. Merci d'être avec nous. Nicolas Dufourc, beaucoup de questions. Alors, il y a d'abord le Tour de France, à défaut du vrai Tour de France que vous organisez le vôtre. Rêvez, osez, entrepreneur. Vous allez à la rencontre des familles et des chefs d'entreprise. On en dira un petit mot tout à l'heure. Il y a votre journal L'Optimiste, vous venez de tweeter ça, j'ai vu. Oui. C'est quoi, vous vous lancez dans la presse écrite maintenant? Non, c'est-à-dire que notre journal interne s'appelle L'Optimiste. Oui. Et voilà. C'est un signe... Ça dit quelque chose quand même. Oui. Oui. Et ça dit quoi? Ça dit le fait que vous avez envie de... ce qu'on dit, c'est que plus que jamais tout est possible. Ouais. Tout est possible. Donc on s'organise, on se finance, on s'équipe et on attaque la face nord. Il n'y a pas de sujet. Comment est-ce que vous voyez, on parlera de l'urgence climatique parce qu'il y a une enquête vraiment très intéressante. En plus, je trouve qu'il fait un peu écho à celle que vous avez présentée, c'était déjà il y a quelques années sur l'urgence numérique. On se souvient avec des chiffres qui montraient qu'il y avait un défaut de prise de conscience. Ça m'a un peu amélioré. Là, on est sur l'urgence climatique. Mais d'abord, la reprise d'activité, vous la voyez, on est en V. Il y a des chiffres qui sont plutôt bons. Comment vous la sentez à BPI? Alors nous, on la sent, on l'a quand même un peu prédit. Et on la sent très fortement en V fort. Donc c'est vraiment une reprise en racine carrée. Et tout le sujet, c'est d'aller chercher les derniers points du haut qui font que le plateau de la racine carrée soit le plus haut possible. Voilà. Donc là, on est dans la phase où ça remonte à toute vitesse quand même. On le voit bien d'ailleurs dans nos entreprises. Vous savez, on est au capital directement de 4000 entreprises et on a refait les valorisations pour le 30 juin. On aurait pu se dire d'ailleurs au début de la crise du Covid que ça allait être moins 30%. C'est seulement moins 10%. C'est-à-dire que la chute de valo de tout ce qui est non coté dans notre portefeuille, 4000 entreprises françaises, tous les territoires, 10% seulement. Donc ça veut dire que les carrés de commandes sont quand même encore tout à fait pleins, les gens produisent. La question qui va se poser, c'est le renouvellement de ces commandes-là. C'est ce qu'on appelle le book to bill, c'est-à-dire les nouvelles commandes. Ouais. Et elles ne viennent pas... On rattrape les commandes qui n'ont pas pu être honorées, quelque part. Oui, mais qui étaient profondes. Il y avait un gros carnet de commandes de l'économie française, donc qui permet de tenir avec le PGE un bon nombre de mois. Le sujet, c'est les commandes pour l'année 2021. Et là ? Et là, c'est pas en juillet 2020 que ça se fait. Donc tout va se jouer dans la psychologie collective du mois de septembre. Oui, non mais si je pose cette question, parce qu'en fait, on voit bien ce qui se passe chez Airbus, ou chez Airbus, on veut dire, ils ont un carnet de commandes gigantesque. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'ils virent 15 000 personnes Mais parce qu'ils disent, parce que le carnet de commandes, il a du mal, on voit pas le futur. Oui, et leur secteur a changé. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ont changé presque pour toujours avec cette crise. En effet, le transport aérien, avec le voyage d'affaires qui connaît une révolution radicale. On va, je pense, beaucoup moins voyager en voyage d'affaires. On fera beaucoup plus de réunions téléphoniques ou en vidéo. Ça pose beaucoup de problèmes pour l'hôtellerie d'affaires aussi, ça c'est sûr. Et voilà, donc vous avez des secteurs comme ça qui ont changé pour toujours. Vous avez d'autres secteurs qui n'ont pas changé pour toujours et qui donc vont rattraper. Quels sont là où vous voyez le V en racine carrée? C'est mon professeur de mathématiques doit se retourner dans sa tombe, mais dans quel secteur? Quels sont les secteurs les bâtiments, ça repart très très fort. Oui, le bâtiment, mais tout le bâtiment, y compris les petits entrepreneurs, les TPE, etc. Tout le digital, honnêtement, le digital va vraiment très très bien. Le commerce, c'est très bien reparti aussi, honnêtement. L'économie des services également. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, mais encore une fois, on est optimiste quand on se bat. C'est parce qu'on est au combat qu'on est optimiste. Il y a un gros travail à faire d'énergie pour que, encore une fois, on aille aller attraper les 4 ou 5 points du haut de la reprise qui font qu'on reviendra au niveau d'avant. Ouais. En termes de prêts garantis par l'État, il y a beaucoup d'interrogations. D'abord, hier, je recevais Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, qui est la première banque. Donc, grosso modo, on fait 25% du business. Ils ont fait un gros travail. Oui. Donc, 500 000 distribués. Oui. Vous êtes à combien? Enfin, BPI, le total, ça, à votre avis, c'est combien de PGE ont été distribués? Alors, au total, aujourd'hui, pour résumer, pour les auditeurs, on est à 100 milliards et 550 000 entreprises. Mais il y a en plus dans le tuyau, à l'instruction en ce moment, pratiquement 100 000 entreprises de plus. Voilà, donc ça continue de monter, ça monte, ça dépend des semaines, mais entre 1 et 2 milliards d'euros par semaine. Ça continue à monter? Oui, et ça va continuer tout le second semestre, c'est quand même un produit formidable. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une proportion très importante de PGE que j'appellerais PGE d'opportunité, ou d'aubaine. Ou PGE de confort. Oui, c'est PGE de confort. Aubaine, c'est un peu péjoratif, mais PGE de confort, c'est un PGE au cas où. Et qui sont décaissés, mais qui sont simplement dans la trésorerie des entreprises. La trésorerie des entreprises a beaucoup monté là.
Beaucoup. Non, mais parce que je disais Aubaine, parce que je recevais Pierre Ferracci, que vous connaissez bien, le patron du groupe Alpha, qui disait qui donc lui est dans quasiment tous les dossiers en difficulté, et il disait qu'il y a quand même, il y a des banques aussi qui ont dit vous devriez transformer votre prêt en PGE, parce que c'est garanti par l'État à hauteur de 90%, donc la banque elle prend pas de risque, elle prend moins de risque. Vous êtes d'accord, vous l'avez vu ça, vous avez vu passer Nicolas Dufourcq? On l'a vu un peu, mais c'était pas du tout dans le contrat moral du PGE. Le PGE n'était pas fait pour ça. Non, mais on est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai des effets d'aubaine ou des abus. Je peux pas oui, mais c'est peut-être anecdotique. Je peux pas le statistiser. Voilà, et je me méfie toujours quand on fait d'une anecdote une statistique. Oui, d'accord. Donc pour l'instant, mais à la limite, ça serait logique, ça serait une bonne gestion presque. C'est pas fait pour ça. Ouais. Les secteurs où il y en a le plus, PGE? Oh, écoutez, c'est toute l'économie française, mais prenons le tourisme. Le tourisme, on avait dit qu'on irait vers 10 milliards d'euros, on est en train d'y arriver. On est à 9, là. 9 milliards d'euros dans le tourisme. Et encore l'été pas passé. Et ça représente 90 000 entreprises. Ouais. Moi, nous, ce qui nous a frappé, parce que comme vous savez, ici, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise, et donc certains, y compris Nicolas Houzé des Galeries Lafayette, c'est peut-être le cas maintenant, mais qui disait, nous, on a demandé un PGE, on l'a toujours pas. Pourtant, les Galeries Lafayette, la famille Houzé, je veux dire, bon, ils pèsent, ils sont pas au bord du dépôt de bilan, même si la situation est compliquée pour eux. Il y a eu pas mal de, on a un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je sais pas, on se demandait toujours, pourquoi tiens, lui, il a un PGE, lui, on n'a pas, vous voyez? Oui. Alors, quand vous avez plusieurs banques, c'est ce qu'on appelle un pool. Il faut que les banques se mettent d'accord sur la manière dont elles se partagent le PGE. Voilà. Donc parfois ça prend du temps. Au cas particulier des Lafayette, je constate que ça prend du temps. Oui, il n'y a pas un moment où on peut dire parce que ça fait. Il suffit qu'il y ait une banque qui dise ah ben non mais moi je viens pas, et puis alors tout s'arrête. Non, c'est que la banque dit pas je viens pas, je dis ok, mais derrière il y aura un autre prêt à un taux beaucoup plus élevé. C'est ça le problème. Parce que comme les banques, elles ne peuvent pas faire de commission sur les PGE, elles essaient de se rattraper. Bon, vous me direz, c'est leur business là-dessus. Tout à fait. Donc le PGE, le taux est connu à 1 an. Il va falloir qu'il soit connu à 6 ans, puisque c'est un prêt à 6 ans. Donc c'est une vraie question qui est en train d'être posée là. Pour ce qui est de BPI France, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, en tout cas, on a dit que notre prêt à 6 ans serait pour les PME à 1,8%. Et les banques? Donc pour les banques, pour l'instant, d'ailleurs, ça ne leur était pas demandé dans le contrat du PGE du départ. Oui, mais là, il y a une erreur de fait. Non, de la part de Bercy, non, quand même. Non, c'est pas forcément une erreur. C'est que les banques se sont engagées à ce que le taux d'intérêt qui sera facturé en mai 2021 soit égal au prix de la garantie de l'État plus le coût de la liquidité de l'époque. Bon, le coût de la liquidité en mai 2021, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est inconnu. Maintenant, on peut se dire qu'avec le TLTRO de la Banque Centrale Européenne et l'afflux massif de liquidités, le coût de la liquidité sera faible. Oui, donc finalement, c'est pas si simple que ça. Vous voyez, ce PGE, ça a été formidable, mais derrière, on voit qu'il y a des complexités. Ah, c'est comme un produit technique. Oui, d'accord. L'urgence climatique? Oui. Dufourcq. Vous avez mené une enquête auprès de 1000 dirigeants de PME ETI. Alors c'est intéressant, il y a 80% qui disent, bien sûr, il y a une urgence climatique, il faut on a pris conscience de cette urgence climatique. Puis après, vous leur posez la question en disant, ok, et qu'est-ce que vous faites? Seulement 13% qui vous disent, on fait vraiment quelque chose. C'est ça. Vous vous dites qu'il y a vraiment urgence de votre côté. Absolument. Donc je pense effectivement le point le plus important de cette étude, c'est qu'on voit que les entrepreneurs sont immergés dans un contexte social, y compris leurs propres enfants, qui font qu'ils ont conscience du problème. Voilà. Ils ont été, comme on dit, conscientisés complètement. Maintenant, comment faire et que faire? Et très peu ont commencé à travailler le sujet. Tous disent avoir besoin de financement pour le faire, et on sera là. Mais tous disent aussi, on voit bien avoir besoin d'accompagnement. Donc il va à nouveau falloir faire du porte-à-porte de masse avec des accompagnateurs, des consultants pour aider les entreprises à se décarboner. Oui, alors... Ça ne va pas se faire tout seul. Ah non, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'action significative. Les 13%, ils déclarent pouvoir réduire de manière importante leur émission carbone dans les 5 ans, mais ils ne savent pas très bien comment le faire. Alors maintenant, vous allez leur dire quoi? Parce que on voit bien qu'il faut un financement, tout ce qui est rénovation thermique. Il y a un plan qui va arriver. Demain, je reçois Pierre-André Tchalindar, le patron de Saint-Gobain, qui est justement en charge de ce plan de rénovation thermique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut des incitations financières, c'est ce qu'ils demandent, dans tous les cas, à hauteur de 64%. Je veux dire, ça c'est classique. Oui, et d'ailleurs il y en aura, mais il faut beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut un savoir-faire de décarbonation d'une entreprise. Donc c'est assez technique tout de même, et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir de l'humain. De l'humain, c'est-à-dire des consultants, de la présence dans l'entreprise avec l'entrepreneur pour bâtir le plan de décarbonation. Si on veut aller très vite, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, ça prendra 15 ans.
Mais donc c'est qui que quoi, vous voyez Quantité de consultants savent faire ça. Hein. Les grands groupes ont commencé à s'équiper, ils ont comme d'habitude toujours beaucoup d'avance. Donc il y a toute une profession qui est en train de se structurer, de gens qui sont les spécialistes de comment est-ce qu'on fait pour décarboner une entreprise. Et c'est une multitude de petites choses à faire. Hein. C'est des recettes de cuisine, beaucoup. Et ça passe pas mal par la digitalisation. Mais la question qu'il faut se poser, c'est dans la chaîne de la valeur. Comment est-ce que vous décarbonez-vous ? Comment vous faites en sorte que vos clients soient décarbonés et que vos fournisseurs soient décarbonés ? Et vos fournisseurs de rang 1 et 2. Hein, voilà. Ça peut conduire d'ailleurs à des relocalisations, parce que le transport est très carboné. Ça peut conduire à des relocalisations. Vous prenez une décision qui est que, pour certaines choses, vous n'allez plus les acheter en Asie. C'est trop carboné. Et tout s'enchaîne ensuite. Il faut plutôt des subventions, des aides fiscales. Il faut quoi comme incitation ? Moi, je pense qu'il faut beaucoup de financement crédit. Ouais. Hein, il faut... Un crédit qui serait basé sur quoi ? Puisque c'est vous qui allez le faire, sans doute à BPI France. Oui, on va en faire beaucoup, bien sûr. On en fait déjà énormément. On en fait pratiquement 2 milliards d'euros par an. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, on finance en fait des champs photovoltaïques, des éoliennes. Donc le crédit... Oui, mais ça, c'est différent. Moi, je suis du côté des entreprises, une entreprise chez l'entreprise qui se dit, moi, je veux me décarboner. Qu'est-ce que je fais ? Et donc là, vous prenez des prêts sans garantie, qui sont des prêts longs, un peu comme le prêt de tourisme qu'on a fait et qu'on a annoncé il y a maintenant un mois. Après 12 ans, hein. Donc vous prenez des prêts longs, sans garantie, et c'est des prêts qu'on vous octroie à condition que vous ayez un plan de décarbonation. Et d'ailleurs, on va vous aider à le monter. Et donc ça va transformer quand même encore une fois BPI France. C'est notre nouvel horizon. C'est votre nouvel horizon. Oui. Vous avez le numérique, où il y a eu la crise du Covid, et puis là maintenant... On a 2 gros blocs de priorité là, qui sont le climat et l'usine du futur. Hein, voilà. Donc le coq vert et le coq bleu. Oui, l'usine du futur, c'est assez lié avec le coq vert. Et le en coq fait, bleu, on s'en souvient, à chaque fois vous veniez, du reste vous ne l'avez pas avec votre pins, mais maintenant il y a le coq vert de l'autre côté, mais en même temps, il y a un moment, ça va devenir un peu vert quand même. Absolument, ils sont tout à fait liés maintenant. Oui. Les chefs d'entreprise, quand vous leur tenez ce genre de discours, Nicolas Dufour, qu'est-ce qu'ils vous répondent quoi ? L'usine du futur, mais encore faut-il construire une usine ? Non, mais il y a quand même encore quantité d'usines en France, il ne faut pas dramatiser. Il y a quantité d'usines en France et on continue d'en faire monter. Hein. Bon, avant la crise du Covid, on était content parce qu'on avait atteint enfin un stade où on ouvrait plus qu'on ne fermait. Voilà. Et on va essayer de s'en tenir là. Il y a un certain nombre de catégories qui doivent dans les esprits changer aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez des startups qui deviennent en fait des ETI industriels très vite. Et qui font monter des usines. Prenez une entreprise comme Insect, par exemple, qui fait des produits à base... Bon. Et cette entreprise est en train de... Expliquez, parce que moi je connais, mais expliquez. Insect, c'est une entreprise qui fait de l'alimentation animale à base d'insectes. C'est des process très lourds. Et donc elle est en train de construire une usine de 40 000 m² à Amiens. Donc les usines, ça va pas venir simplement du vieux terreau de l'industrie familiale des territoires. Ça vient aussi de tout ce monde de la tech française qui finit par aboutir et advenir et créer et faire monter encore une fois des usines. Là, vous en avez repéré combien des boîtes comme Insect ? Des boîtes comme Insect, alors... Qui sont des startups, comme vous dites, et des ETI, parce que c'est un parcours exceptionnel, mais je dirais, il faut pas que ça soit exceptionnel. Non, mais aujourd'hui, on est de l'ordre d'une 50aine quand même, hein. Et pourtant, tout est récent. Donc je pense, notre plan, on a un plan qui s'appelle le plan Deep Tech, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc qui consiste à financer massivement le transfert de technologie de la recherche vers les startups. C'était venu ici même en parler, voilà. Et en fait, l'aboutissement du plan Deep Tech, c'est la construction d'usines en France. Hein, parce que la deep tech, c'est tout ce qui n'est pas digital, c'est tout ce qui fabrique des objets. Et quand vous fabriquez des objets, il faut bien les fabriquer quelque part. Donc plutôt que de les fabriquer à Shenzhen avec des coûts ensuite en transport importants, on peut tout à fait les fabriquer dans des usines ultramodernes, automatisées en France. Et c'est ça qu'on fait. On parle, il y a le pacte productif, ça a fait quelque chose d'important. Bruno Le Maire s'est beaucoup exprimé là tout récemment pour expliquer que les impôts de production, il fallait qu'ils baissent. Oui. Genre c'est Philippe Dornano, le patron de Sisley et des mouvements des ETI. Il y a urgence. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous ressentez lorsque vous voyez les chefs d'entreprise face à vous ? Est-ce que c'est... En fait, tout d'un coup, on a l'impression que c'est devenu absolument l'obstacle majeur à l'installation d'usines. La prise de conscience s'est faite progressivement, mais elle est forte maintenant depuis quelques années. Hein. Oui, parce que vous pouvez pas... en disant, c'est ce que me répondait Philippe Dornano. Vous ne pouvez pas avoir à la fois l'euro, qui est la même monnaie pour les Allemands et pour les Français, et pour les industriels allemands et les industriels français, pas les mêmes conditions.
vous êtes obligé de vous aligner sur les conditions fiscales du Mittelstand allemand si vous voulez rester compétitif. Or, nous n'y sommes pas. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le ministre des Finances. Il faut traiter la question des impôts de production, fondamental. Ouais, pour pouvoir relocaliser en France. J'ai une question de fond sur BPI France, Nicolas Dufourcq. Est-ce que vous pouvez tout faire? Vous voyez, il y a un moment où chaque fois qu'il se passe un problème, on se tourne vers BPI France. Là, maintenant, c'est l'urgence climatique, après le numérique, après le Covid, oui. Après le financement des start-up, après le financement du plan tourisme. Il y a un moment où vous allez devenir gigantesque, presque encore plus gros que la Caisse des dépôts qui est votre actionnaire, quoi. Vous voyez? Non. En fait, vous ne pouvez pas tout faire. Il ne faut pas démultiplier ce genre de... Alors, d'abord, qu'on se comprenne bien, tout ce qu'on fait, on le co-fait avec quelqu'un. Donc, quand on fait un crédit, il est cofinancé par une banque privée. Quand on investit, il y a un co-investisseur privé. Donc, il y a des effets multiplicateurs énormes. Hein. Donc, nous, on est le premier barreau de l'échelle et ensuite, ça monte. Voilà. On a toujours dit qu'on était la banque coup de pouce. Et on veut le rester. On ne veut pas devenir une grosse organisation. Hein. On est 3200 salariés. J'ai pas du tout envie de monter une entreprise de 10 000 salariés. Pas du tout. Ensuite, nos produits sont toujours les mêmes. C'est du prêt avec garantie, du prêt sans garantie et du conseil. Les constantes de base sont toujours les mêmes. Hein. Donc la sauce secrète est toujours la même. Simplement, on l'applique à des priorités qui elles-mêmes évoluent. Voilà. Donc la priorité, celle qui est en train de devenir cardinale, évidemment, hein, c'est la transition climatique et la transition digitale. C'est ce que nous a dit la crise du Covid. On avait déjà commencé. On était déjà une grande banque du climat et une grande banque du digital. On va en faire plus. Oui, et puis le numérique, c'est quand même très important. Cela dit, on a besoin aussi d'avoir des infrastructures. Je reviens juste sur un point avant de parler de votre Tour de France. Vous avez dit tout à l'heure que lors de la valorisation, vous avez dû faire un point à la valorisation au 30 juin. Donc là, vous l'avez faite. C'était que 10%. Mais comment avez-vous fait pour déjà prendre l'ampleur de la crise? Vous voyez, c'est pas facile. Oui. Pas facile. Je recevais le président de la Chambre régionale des cours de compte de Paris, Olivier Salustro. Il disait, c'est pas évident de mesurer l'impact. Vous dites 10%, mais peut-être que finalement... Mais en l'occurrence, c'est pas nous qui disons 10%. C'est une information remontante des 4000 entreprises hein, qui ont actualisé leur business plan, qui ont travaillé avec leurs investisseurs et qui ont remonté des valorisations qui sont ce que j'indique là. Donc je le prends plutôt comme une information très positive. Est-ce que vous allez reprendre des participations significatives dans des entreprises françaises qui sont malmenées? Augmenter les participations, on va rappeler quand même que vous êtes dans les plus grosses entreprises françaises. On se prépare, on a un gros portefeuille industriel. Oui, bien sûr. Donc on se prépare à faire des réinvestissements significatifs. On pensait que ça viendrait plus vite, la demande de réinvestissement. En fait, non. Hein, donc probablement que ça sera dans le courant du second semestre. Et puis sinon, le marché des fonds propres est très actif. Hein. On travaille en ce moment sur un grand nombre de dossiers, aussi bien sur nos fonds propres que sur le fonds Lac d'Argent que nous gérons désormais. Mais combien? La dernière fois, je vous ai posé la question, vous m'avez dit on réfléchit, je ne peux pas vous répondre, mais ça y est, maintenant vous avez peut-être un peu plus de précision. Type d'entreprise où vous allez rentrer? On s'est fixé comme objectif d'ici la fin de l'année d'investir 2 milliards d'euros. C'est considérable. Et quelles sont les entreprises qui sont les plus dans votre ligne de mire? Il y a quantité de TI non cotées d'une part. Il y a un plan que nous avons lancé qui s'appelle le plan 1200. Nous voulons faire 1200 investissements dans des entreprises françaises en fonds propres entre maintenant et mai 2021, c'est-à-dire 100 par mois. 100 x 12 mois, 1200. C'est jamais vu. On n'est jamais monté à ce niveau-là. Et donc on est en train de le déployer. Ça veut dire des obligations convertibles dans des groupes hôteliers. C'est toute l'économie française qui est touchée. La grande question, et on voit bien, il y a plusieurs scénarios qui sont en train de se dessiner sur soit la transformation éventuellement des PGE en quasi-fonds propres, donc avec une reprise dans une grosse foncière, soit effectivement des obligations tout court, indépendamment de ce PGE. À votre avis, il faudra transformer combien de pourcentage de PGE en quasi-fonds propres? Ça sera quoi, 20, 30%, 40%? Non, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que c'est une vue de l'esprit complète que de penser qu'on va transformer le PGE en quasi-fonds propres. Je sais pas, il y en a qui travaillent dessus, le président, la République, donc j'imagine que... le président, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs. Mais non, les fonds propres,
Même les quasi-fonds propres, c'est-à-dire les obligations convertibles, c'est un produit de niche. Quand vous mettez en batterie les fonds d'investissement français, et pourtant ils sont très, très nombreux, plus tout BPI France, vous pouvez faire jusqu'à, mettons, 150 tickets par mois. Vous n'allez pas faire des dizaines de milliers de tickets par mois. Il y a 600 000 entreprises qui ont pris le PGE. Bon, par ailleurs, il y en a énormément qui ont pris un PGE de confort. Et enfin, elles ont de toute façon pris une dette, elles ont pris un crédit. Et on ne peut pas démarrer en se disant qu'elles ne vont pas le rembourser. Ça, c'est pas possible. Il y a juste un point à propos de PGE. Il y en a beaucoup qui vous reprochent, dans le cadre de la souveraineté numérique, d'avoir confié toutes les données qui remontent chez vous, parce que c'est vous qui êtes le gestionnaire des PGE, à Amazon. Donc, on n'est pas dans la souveraineté numérique, là, on est chez les Américains. Oui, mais il faut éviter les raccourcis, évidemment, comme toujours. Donc, on a une stratégie, on est une grande banque, on a une stratégie cloud. C'est une stratégie multi-cloud. Donc, on a signé des contrats avec Amazon Web Services, avec Azure de Microsoft et avec OVH. Quand nous avons fait cet appel à candidature, c'était l'été dernier, la réponse technologique, notamment pour tout ce qui concerne la couche software de Amazon, était la meilleure. Nous avons quand même fait auditer la solution par l'ANSSI, qui est l'agence nationale de sécurité informatique, et donc qui a mis son tampon sur la solution. Et puis surtout, toutes les données sont cryptées. Et la clé de cryptage, elle est chez nous. Donc il est impossible pour le gouvernement américain d'avoir accès à ces données. Absolument impossible. Bon. Maintenant, quand OVH sera en mesure d'aligner une prestation software, non pas hardware mais software, tout à fait comparable, évidemment, on regardera d'autant plus OVH qu'on est actionnaire. D'accord, comme ça au moins, voilà, vous nous avez en partie rassuré. Bon, ce Tour de France, on finit par quand même quelque chose d'assez festif. Votre Tour de France, c'était, ça s'appelle le Big Tour. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez déjà fait, du reste, mais là vous le réorganisez. L'année dernière, oui, tout à fait. Et donc on démarre, je le lance le 29 juillet au Vieux Boucau. Et nous allons effectivement, jusqu'au 19 septembre, faire 25 étapes. La dernière grande étape étant le Big du 1er octobre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement parce que encore une fois, l'énergie, ça se construit aussi. C'est-à-dire que l'énergie des entrepreneurs, ça se met en scène, ça s'héroïse, ça se construit, et c'est une opération qui est destinée à donner la niaque à tout le monde. C'est pas plus bête que ça. Oui, ça c'est un point important. Il faut raconter des histoires, en fait. Il faut raconter des histoires, il faut que les gens soient heureux, et puis il faut encore une fois que si nous croyons, nous, que tout est possible, il faut que ça se sache. Vous croyez, ça sera ma dernière question, vous croyez dans le fait qu'on puisse relocaliser en France des usines, de la production? Oui, je crois, tout à fait. Alors, il peut y avoir d'abord des très grandes usines, mais ça, il y aura un nombre limité de cas particuliers, avec des très gros investissements. Mais c'est surtout plutôt quantité de petits ateliers pour des bouts de chaîne de la valeur. Notamment pour des raisons, comme je disais tout à l'heure, climatiques. Mais parce que la techno le permet maintenant. Oui, c'est ça, il ne faut pas avoir tout de suite, voire très très grand. Non. C'est des bouts de la chaîne de valeur. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire flin ou de faire crawl. Il s'agit de relocaliser des bouts de chaîne de la valeur. Et il peut y en avoir de très nombreux. Ça, c'est un point important. Oui, on voit bien à travers les témoignages. Merci, Nicolas Dufour. Bon Big Tour. Le patron donc de BPI France. Et puis surtout, je vous conseille cette étude. On apprend plein de choses sur l'urgence climatique. Dans le concret, ce n'est pas si simple que ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'orage. Nous, on se retrouve demain. 8h15, Pierre-André de Chanada, le président de Saint-Gobain justement qui doit remettre ce rapport sur la rénovation thermique. Et puis je recevrai à 12h30 demain François Villeroy-de-Galhau, là aussi le gouverneur de la Banque de France. On parlera de ces questions d'activité si on est dans une courbe en V au carré. Merci beaucoup, à bonne journée.